J'ai fait une enquête de 2 ans sur les systèmes agroécologiques en France, dans 12 régions où j'ai vu 140 producteurs et chercheurs. Et donc, voilà, vu que le thème était sur l'agriculture, on s'est trouvé que c'était judicieux que je puisse présenter un peu les résultats de cette enquête, dont le livre Vive l'agro-révolution française, en fait, vient d'être publié aux éditions Belin très récemment, quoi, voilà. Et l'idée, c'est de montrer qu'on peut changer un peu de regard, se porter sur l'agriculture, que c'est pas toujours que l'agriculture industrielle, productiviste, polluante, et qu'il y a plein d'autres choses qui sont en développement. Et moi, j'avais vraiment envie, au cours de l'enquête, de montrer cette réalité que j'ai découverte vraiment dans l'enquête. Et donc, je me suis dit, c'est vraiment une parole d'espoir parce que, mais ça, c'est l'enquête qui me l'a apporté. J'étais pas sur un présupposé très optimiste. J'étais juste sur un présupposé de questions. Donc, et les questions m'ont amené quand même à des réponses assez positives. Oui, on peut, je pense, faire de l'agriculture autrement. On peut produire en respectant les ressources. Oui, on peut nourrir les gens avec. Et ça, c'est très étonnant sur les bilans économiques. Et les paysans s'en tirent plutôt bien, et plutôt mieux même que leurs collègues qui restent dans une agriculture plus, on va dire, industrielle ou productiviste, en tout cas avec des béquilles chimiques. Voilà. Le blé en 2050, la moyenne des 4,5 millions d'hectares de blé en France. Donc il y aura une partie du blé qui sera associée à la févroille. After 2050, c'est un scénario pour l'agriculture, l'alimentation et l'usage des terres à 2050. En fait, là où on travaille à Solagro, on se posait des questions sur un peu l'avenir et on voulait être sûr qu'on pouvait, qu'un scénario rêvé, qu'un autre avenir était possible, quoi. Voilà, un scénario où voilà, on aurait une agriculture qui fait des produits de qualité, qui maintient des agriculteurs, qui ne pollue plus. Voilà, on voulait voir comment ça c'était possible avec en particulier une population qui augmente un peu en France, quoi. Donc on a, avec toutes les connaissances qu'on avait, les réseaux de partenaires qu'on avait, on a construit ce scénario qui est basé avant tout sur la demande, c'est-à-dire qu'on part de l'assiette. L'assiette alimentaire de 2050 et on regarde après comment on peut satisfaire cette assiette, quoi. Alors en fait, cette assiette, le constat qu'on a fait tout au départ, c'était qu'on s'est aperçu qu'on mangeait trop de calories, trop de protéines, qu'il y avait beaucoup de pertes et qu'aussi on consommait beaucoup de protéines animales par rapport aux protéines végétales. Donc la base du scénario, en fait, c'est de réduire notre consommation à nos véritables besoins, de consommer plus de protéines végétales et moins de protéines animales, c'est-à-dire moins de produits laitiers et moins de viande. Voilà. Et donc, on a construit cette assiette, quoi, avec des nutritionnistes, avec des gens qui travaillent sur la santé. Et après, on a regardé comment on pouvait satisfaire cette assiette, quoi, les productions, quoi. Alors, pour ça aussi, on a un peu changé les modes de production agricole, c'est-à-dire pour respecter les enjeux environnementaux. On passe à une agriculture qu'on appelle à bas niveau d'intrants, c'est-à-dire qui consomme moins d'engrais chimiques, moins de pesticides. Donc une partie sera en bio. Nous, on a estimé qu'on pouvait en 2050 atteindre 50% d'agriculture biologique. Et puis 50% de ce qu'on appelle production intégrée, agriculture de conservation, avec des nouvelles pratiques agroécologiques. Voilà. Et donc le résultat, c'est que oui, on peut nourrir les Français avec une agriculture qui fait des produits de qualité, qui consomme moins d'intrants, c'est possible. Et même, en fait, on dégage des surfaces qui vont nous permettre aussi de produire des matériaux pour la construction, comme du bois. Donc on va augmenter les surfaces forestières, pour faire des maisons avec plus de bois, faire de l'énergie, donc du bois énergie, du biogaz avec les matières organiques, faire aussi un peu d'agrocarburant, voire faire de la chimie verte. Donc en fait, il est tout à fait possible en France de satisfaire les grandes parties ou l'essentiel de nos besoins demain, que ce soit en énergie, que ce soit en matériaux, que ce soit en alimentation, avec nos propres sources végétales, on va dire, issues de la photosynthèse. Voilà. Et le scénario le montre que c'est possible et que pour cela, il faut modifier notre alimentation parce que là, on consomme trop, quoi. Voilà. Il faut être plus sobre. Voilà, c'est ça l'idée. On a eu dans chacune des présentations de nos 2 invités, que ce soit Bruno Parmentier ou que ce soit Philippe Pointereau, des points de vue d'experts. Et là, ce soir, on va essayer d'abord de les faire dialoguer un peu entre eux,
Ils n'ont pas forcément les mêmes cultures et les mêmes points de vue sur tout, encore qu'ils sont quand même assez convergents. Et surtout, on va essayer de faire que sur un certain nombre de questions qui n'ont pas été encore abordées, je pense à la politique agricole commune, je pense également à l'artificialisation des terres agricoles, aux pertes des terres agricoles. Et voilà, dont va nous parler José Bové par l'entremise de cet enregistrement vidéo, lié au combat qu'il mène contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Alors qu'il est, pendant que vous êtes en train de débattre, que vous êtes au Vigan, je suis à plus de 800 km de distance, je suis à Notre-Dame-des-Landes pour une grande journée de mobilisation contre l'aéroport pour réoccuper la zone qui doit être détruite par l'entreprise Vinci pour créer un aéroport. Et c'est vrai que c'était très difficile de ne pas être là parce qu'aujourd'hui c'est un enjeu essentiel sur l'aménagement du territoire pour l'écologie et pour l'agriculture. Ce sont plus de 1500 hectares qui vont être détruits pour faire cet aéroport. 98% de ce territoire, ce sont des zones humides, et donc un territoire très particulier. Une agriculture paysanne qui est là depuis très longtemps et qui est basée sur l'élevage, sur les prairies permanentes, vraiment une agriculture à 30 km de Nantes et qui crée véritablement un poumon vert à côté de l'agglomération. Donc ce projet, pour nous tous, c'est un projet qui est aberrant, écologiquement parlant, qui est aujourd'hui financièrement un gaspillage extraordinaire, c'est en milliards d'euros que ça se compte, et c'est la destruction d'un environnement, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui de possibilité d'aménager une autre zone protégée à côté de cet aéroport, ce que prévoit théoriquement la législation sur l'eau, donc dans le cadre d'un projet sur des zones humides. Donc c'est un projet aujourd'hui contre lequel de plus en plus de citoyens se mobilisent, et donc aujourd'hui le 17, c'est une grande journée de mobilisation nationale, parce que je suis persuadé que nous arriverons à faire céder le gouvernement sur ce projet. Donc je propose d'en venir à la politique agricole commune pour repartir de ce que nous a dit José Bové. Je trouvais qu'il y avait un certain nombre d'idées, de propositions. Et par rapport à ça, j'avais envie d'avoir le point de vue de nos invités, puis également le vôtre. La première chose dont il nous a parlé, il nous a dit qu'il souhaitait que dans les propositions, il souhaitait dans l'amélioration de la PAC, dans le changement de cap de la PAC, ça serait une équité, rétablir une équité entre les États membres. Et il prenait l'exemple des pays occidentaux de l'Union européenne et des pays baltes et pays de l'Est. On a eu une rapide discussion tout à l'heure à table. Philippe Pointreau, vous étiez plus dubitatif sur le sujet, donc voilà. Bon, ce qu'on appelle la convergence des aides, là, les aides directes, donc qui, pour l'instant, dans le texte, c'est prévu qu'il y ait la même aide à l'hectare partout en Europe en 2029. Oui. Voilà, bon, ce qui est clair, c'est que je pense que on ne peut pas non plus forcément mettre la même aide partout, dans la mesure où les niveaux de vie ne sont pas les mêmes non plus. Donc je pense il faut voir comment on gère ça, mais il y a une certaine inéquité en Europe. Donc c'est vrai que les pays entrants, je pense à terme, devront, pour établir des équilibres, devront toucher la même aide. Mais je pense que ce qui est encore plus problématique, c'est l'inéquité au sein de la France, quoi. Donc moi, j'insisterais plutôt là-dessus. Donc c'est quand même à peu près 10 milliards d'aides publiques qu'on distribue chaque année. Donc c'est vrai que, en gros, ça fait 300 € hectare en moyenne. Et historiquement, une partie de ces aides avait été mise en œuvre. On appelait ça des aides compensatoires, puisqu'en fait, on avait, comme l'OMC, nous, en gros, vise à enlever toute barrière douanière, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Les prix baissaient au sein de l'Europe, donc on a compensé par une aide. Donc dit compensatoire, pour combler, je dirais, la baisse entre le revenu qu'il y avait avant et le revenu qu'il allait avoir avec un prix des céréales plus bas. Voilà. Donc ça a fonctionné. Puis les gens, ils disent, on ne va pas lâcher nos aides compensatoires. Mais le jour où les prix des céréales ont monté
Et donc, on a pu compenser, mais ils sont devenus largement au-dessus du prix mondial, quoi. C'est-à-dire que maintenant, de 100 euros, on est passé à 250 euros la tonne. Les agriculteurs ont continué à toucher l'aide. Et donc, c'est là que le système ne va plus. Donc, de l'aide publique à des gens qui n'en ont pas besoin, ça c'est pas possible, quoi. Je vais peut-être vous surprendre, mais le but de la PAC n'a jamais été de soutenir les agriculteurs. Il y a une ambiguïté complète, là. Le but de la PAC est de fournir de la nourriture à un prix le plus faible possible dans les villes. C'est pour ça que ça a été fait. Je vous rappelle que depuis que la PAC existe, on est passé de 8 millions d'agriculteurs à 600 000. Alors ça se saurait si la PAC consistait à soutenir les agriculteurs. Elle a soutenu l'évacuation des agriculteurs de la campagne. La PAC n'a jamais été faite pour soutenir les agriculteurs. Il y a une ambiguïté complète là. La PAC, elle est faite pour que les usines Renault continuent à exporter. Pour que nos usines continuent à exporter, il faut que les salaires ne soient pas trop hauts, et pour que ce soit socialement acceptable, il faut que la nourriture soit pas chère. Donc on a décidé de faire un système dans lequel la caissière du supermarché vous vend la nourriture à moitié prix. Elle vend la nourriture à moitié prix, je vous rappelle. Vous payez la moitié de votre nourriture à la caissière du supermarché, et l'autre moitié au percepteur. Le percepteur, il fait un chèque à l'Europe, et l'Europe fait un chèque aux agriculteurs pour qu'ils continuent à livrer à la coopérative en dessous du coût de production. Bon, c'est une organisation sociale comme une autre. C'est ça qui a permis de sauver des emplois industriels. Donc la politique agricole commune, elle est très mal nommée. On aurait dû l'appeler politique alimentaire commune, et en fait, on aurait dû l'appeler politique industrielle commune. En fait, c'est de la subvention à l'industrie. Bien. Une fois qu'on sait ça, ensuite, il faut établir des priorités. Et là, j'en ai beaucoup discuté, moi, avec le créateur de la PAC, en français, qui était Edgar Pizet. Il se trouve que je le connais, il a préfacé mon bouquin et tout. Il m'a dit, mais je ne comprends pas ce que font les politiciens aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette paresse intellectuelle? Pourquoi ils ne font pas ce que j'ai fait moi? Ce qu'on a fait, nous, en 1960, c'est dire, quels sont les enjeux actuels du pays et quelle politique on peut imaginer pour les résoudre. Et à ce moment-là, en 1960, les tickets de rationnement, ils étaient encore dans les têtes. Il y a eu des tickets de rationnement, je rappelle, dans ce pays jusqu'à 1949. Donc les gens, ils disaient, je veux pas de tickets de rationnement. Maintenant, vous vous démerdez pour produire. On veut de la quantité. Et qu'est-ce qu'on veut comme quantité à ce moment-là? On veut manger du pain, du lait, de la viande, du sucre et de l'huile. Donc on dit, ben voilà, on va se débrouiller pour manger du pain, du lait, de la viande, du sucre et de l'huile, moins cher qu'il ne coûte à produire. Donc on va le subventionner. Alors ensuite, la manière de subventionner, elle a changé énormément. Bon, et notamment, là, il y a une manière complètement absurde, qui est la dernière réforme, au moment même où les cours commencent à augmenter. Donc en fait, les agriculteurs vont pouvoir vivre, enfin au moins les céréaliers, pas les éleveurs, mais les céréaliers vont pouvoir vivre, ça y est, de la vente de leurs produits. Au lieu de faire des aides compensatoires, on a remis les aides à l'hectare. Alors, l'aide à l'hectare, quand la majorité des années, le produit, on le vend cher, il n'y a rien de plus absurde. L'idée était de dire, quand le produit se casse la figure, je te donne quand même un revenu, pour pas que tu ailles à Pôle emploi. Mais bon, quand le revenu est haut et qu'on dit on le transforme en une espèce de subvention à l'hectare, c'est complètement absurde. Donc en fait, ce dont ont besoin les agriculteurs pour continuer, c'est une espèce d'assurance, parce que c'est un métier à risque. Le jour où les cours s'effondrent, ou le jour où il y a une inondation, le jour où il y a une maladie, le jour où on ne récolte pas, ben, il faut qu'ils restent sur place pour qu'ils continuent à semer l'année d'après. Donc il faut un filet de sécurité. Mais il ne faut pas leur dire, même si tu ne sèmes pas, je te donne ton hectare. Ça, c'est complètement absurde. Seulement, je suis d'accord avec cette idée de relier les aides en fonction des cours, et bon, là-dessus, je pense que vous avez raison. La proposition... Ou des catastrophes. L'idée qui est simplement de doubler les aides aux 50 premiers hectares, ça avait comme vertu, ou ça devrait avoir comme vertu, d'aider les exploitations les plus modestes. Bon, 50 hectares, c'est déjà pas mal au passage, mais bon, par rapport à un certain nombre de grandes... Voilà, ça dépend où, voilà. Et ça, c'est quand même pas inintéressant. Et d'ailleurs, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y avait hier une déclaration
du ministre de l'Agriculture qui reprenait finalement la même idée et qui, semble-t-il, a fait valoir auprès du commissaire à l'Agriculture cette idée-là et a fait une déclaration en disant qu'il était satisfait parce que le commissaire Ciolos reprenait à son compte la proposition française donc de doubler les aides aux 50 premiers hectares pour favoriser les petites ou en tout cas modestes, plus modestes exploitations. Voilà. Oui, bonsoir. Monsieur Poitreau, vous disiez que les céréales avaient augmenté en gros de 250 €, que la tonne était passée de 100 € à 250 €.